Alors bonjour, c'est Lionel, vous me connaissez, sur cette chaîne on parle d'immobilier principalement et aujourd'hui je suis reçu par un agent immobilier à Colombes qui s'appelle Karim Lajaj, de son agence qui s'appelle WeInvest, et j'ai voulu le rencontrer parce que je l'avais déjà fait un live avec lui sur Instagram qui s'était super bien passé, il avait apporté énormément de valeur aux gens et là j'ai voulu le rencontrer pour qu'il nous parle de son activité d'agent immobilier, mais surtout de comment ça se passe l'immobilier en ce moment, crise, pas crise, à quel point, pour combien de temps. On se rejoint tout de suite pour une interview avec Karim. Alors bonjour Karim, présente-toi. Bonjour Lionel, merci effectivement de m'avoir choisi pour parler de la conjoncture IMO. Alors pour ceux qui effectivement me découvrent, Karim Lajaj, je suis agent immobilier depuis 20 ans, depuis 2003, directeur donc de ma propre agence, toujours en activité d'ailleurs, où nous sommes ici. L'agence donc est basée sur Colombes, dans les Hauts-de-Seine, et effectivement donc on est principalement en transaction, en location. Et on a développé justement la gestion locative de manière un petit peu diversifiée des sources de notre chiffre d'affaires. Donc alors Karim, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je ne vais pas te faire perdre ton temps. À quel point on est dans la crise si on y est? Il n'y a pas d'ambiguïté, on est vraiment dedans et d'ailleurs on y est depuis plus d'un an. Parce qu'effectivement, juillet dernier, ça faisait déjà un an. La crise, comme on la vit aujourd'hui, en fait, elle a vraiment démarré avec les débuts des effets du taux d'usure en juillet 2022. Et c'est plus une crise, parce que les gens comprennent bien de quel type de crise on parle, c'est plus une crise sur les prix ou une crise sur le nombre de transactions? Alors, c'est une crise dont, effectivement, la source provient des difficultés d'accès à l'emprunt. Donc, c'est à la base vraiment une problématique d'accès à l'emprunt, de crédit, de financement de crédit, qui a pour conséquence effectivement un nombre d'acheteurs en chute libre et donc un nombre de transactions également en chute libre. D'accord, donc tu penses que si le crédit repartait, on pourrait au fur et à mesure du temps repartir sur quelque chose? Exactement, là je pense que les statistiques sont déjà disponibles, mais moi j'ai entendu parler effectivement de moins 30% de volume de crédit octroyé. Donc ce qui clairement est le signe donc d'une crise et aujourd'hui c'est, je dirais, moi qui ai ce recul depuis 20 ans. Il me semble aussi que tu étais dans l'immobilier depuis pas mal de temps. Pas 20 ans mais quand même longtemps, voilà. Plus de 10 ans en tout cas. Exactement, donc moi je fais référence à la crise 2008 des subprimes où effectivement on a eu un système de financement totalement à l'arrêt. Donc c'est des cycles. Aujourd'hui on a une dynamique de taux. Mais tu sais, je veux dire une chose qui va choquer les gens, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais je trouve qu'un marché immobilier qui soit subventionné par le crédit, c'est normal. Mais ça devient dangereux quand n'importe qui peut avoir n'importe quel crédit, sans mettre d'apport, sans du 110%, c'est un peu trop n'importe quoi. Et je trouve que ça faisait artificiellement monter les prix, parce qu'on est monté à des prix très très hauts. On est à Paris, donc moi je suis de Paris, mais Karim est de Colombes, ce sont deux villes à 10 km de Paris, quoi. Exactement, et ce que j'explique, c'est que l'immobilier était devenu trop cher dans ces secteurs-là. Ça valait, ça se vendait au-dessus de ce que ça valait. Je dis pas qu'on n'en a pas profité, parce que ça serait mentir, tu as fait des belles transactions. Évidemment, comme beaucoup. Non, mais même moi j'ai fait des belles opérations de marchand, mais le rapport entre ce que ça valait vraiment et les prix, je trouve que c'était énorme. Je sais pas pour toi, mais... C'est clair, il y a eu une telle embellie des prix au mètre carré. Il y a eu un effet, effectivement, post-Covid, d'ailleurs, où beaucoup d'économistes prévoyaient une chute de l'IMO. Au contraire, c'est reparti, effectivement, du feu de Dieu. Du coup, on a eu des taux de progression énormes, même sur Colombes. On arrivait, nous-mêmes, agents immobiliers, on vendait des produits et on sentait qu'effectivement, on vendait souvent des opérations supérieur à la valeur prix de marché, parce que pour rappel, nous, en tant qu'agent immobilier, on est un petit peu, je dirais, la boussole du prix de marché, mais le prix de marché, comme on le dit souvent à nos clients vendeurs, il n'a pas pour vocation, effectivement, d'être synonyme du prix maximum. Oui. Mais souvent, on vendait au-dessus du prix de marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est bien, mais moi je trouve que c'est bien, c'est qu'à un moment, faut remettre aux gens les pieds sur terre, que ce soit les vendeurs ou même les acheteurs. Aussi, autre chose pour qu'on se situe bien Colombes, c'est une ville où... Alors c'est une assez grande ville pour ceux qui sont en province, qui connaissent pas, mais on va pas parler que de Colombes, mais pour que les gens comprennent. Une maison de 100 mètres carrés avec un petit jardin sur Colombes, ça va entre quoi et quoi?
Alors moi, je vais parler à l'instant T. Ouais. Oui, on parle aujourd'hui, voilà. le 19-23 novembre. Tout à fait, parce que là, on va parler aussi chiffres, marché de Colombes. Alors, en fonction des catégories, il y a des produits qui résistent mieux à la crise. Les maisons, justement, résistent mieux parce que tu as une pénurie, en fait, historique sur cette catégorie de biens. Aujourd'hui, pour prétendre à une maison à Colombes, on va dire qu'on est sur une médiane en 100 mètres carrés, la maison familiale 3 chambres. On est à peu près sur une médiane, aller à 550 000 euros. D'accord, donc on est quand même sur une ville quand même assez chère. Assez cher, mais en même temps accessible par rapport aux villes qui a autour, comparables du 92. Les villes qui y a autour, Voilà. il y a la Garenne où je pense qu'il faut mettre au moins un billet de 150 000 de plus. Ah oui, minimum. Bois-Colombes, c'est à peu près la même chose. Nanterre, une belle maison sur le Mont Valérien, c'est aussi plus cher. Hein. Parce que les gens pensent que Nanterre, c'est que les cités HLM. Non, Nanterre... on est d'accord que... Ah oui, je connais un très bon confrère et ami avec qui j'avais débuté. Teddy, si tu vois cette vidéo, je te fais une dédicace, effectivement. Nanterre, il vous en parlera. Nanterre-Ville est très sympa. Il y a des zones pavillonnaires. En remontant vers les hauts, effectivement. Vers Rueil et tout ça. Et Courbevoie, je pense que c'est aussi cher que les autres. Et alors là, c'est effectivement à minima comme la Garenne, sinon plus. En tout cas, on a une vraie dynamique, une résistance des maisons. Mais aujourd'hui, oui, il faut quand même un certain budget, même à Colombes. Alors, je vais te poser 2 questions qui vont être importantes. Restez bien sur la vidéo pour ces 2 questions-là. Quels sont les produits qui résistent le plus en ce moment? Et quelles sont les meilleures affaires qu'on peut faire en ce moment? Alors, moi, je vais raisonner, je dirais, effectivement, en bon commerçant. Ah, d'abord, tu es un vendeur, tu me dis ce qui mérite le plus, et après, tu es un acheteur. Ok, donc les 2 casquettes, tout à fait. Donc, casquette agent immobilier, le commerçant dira en période d'inflation, ce qui marche, c'est le pas cher. Ça veut dire les premiers prix. Et donc, les catégories studio, 2 pièces, c'est ce qui vraiment, entre guillemets, sauve un peu la boutique, en fait. C'est comme le boulanger qui va effectivement plus facilement sortir ses viennoiseries, etc., plutôt que les gros gâteaux. Nous, ce qui marche vraiment et ce qui nous sauve, c'est justement les T1, les T2, parce qu'en plus, ça se libère plus facilement. Ça c'est ce qui sauve l'agence, en fait. L'agence tourne grâce aux petites surfaces. Aux petites surfaces. Mais tu sais que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je vais vous mettre l'affiche là. J'ai fait une vidéo pour dire, je fais des petites surfaces, parce qu'en ce moment, c'est là où il y a le plus de transactions. C'est ce que les gens achètent, en fait. Exactement. C'est ce que les gens achètent. Et au niveau de la demande locative, quand on veut faire un investissement locatif, c'est ce que les locataires principalement recherchent. Ben oui. Et en achat-revente, le risque, il est plus maîtrisé. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup de... Alors, il y a pas longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais fait un gros appartement dans le 17e et tout. D'accord. Mais aujourd'hui, je le ferai pas. C'est effectivement la même chose. Moi, je déconseille fortement à mes clients, bailleurs, investisseurs, de se lancer sur des grandes surfaces avec l'appât du gain sous forme de colocation, d'investissement colocation. Attention, c'est pas sans risque, les montants sont pas évidents. Puis d'ailleurs, aller chercher le crédit va être plus difficile que financer un 100 000 euros. Et c'est pour ça que je fais de la petite surface, c'est que les gens qui veulent acheter un petit bien à 150, 180, ben, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'avoir le crédit à 180. Exactement. Les gens qui peuvent avoir le crédit à 800, il y en a moins. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Donc là, ce qui sauve la boutique, c'est les petites surfaces. Ça, ok. Maintenant, moi aujourd'hui, je veux savoir quels sont les biens dans lesquels il fallait avoir investi pour bien faire face à la crise. Dans quoi les gens sont prêts à mettre de l'argent aujourd'hui? Aujourd'hui, si je prends le marché de Colombes, on a effectivement les budgets jusqu'à 250 000 euros. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des budgets tout simplement parce que les financements sont plus simples en fait à monter simplement. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, exactement. Ensuite, on a quand même une autre catégorie de clients, c'est les clients qui ont vraiment du cash en fait, des ressources. Sur mon marché à Colombes, le problème c'est la minorité. Je pense que dans tous les marchés, les gens riches sont la minorité. Exactement. Après, tu as notamment l'immobilier haut de gamme, sur le haut de gamme. Oui, ça c'est autre chose. En général, voilà, c'est vraiment des paiements comptants, voire quasi comptants. C'est un autre type d'agence, c'est un autre type de recherche, c'est autre chose. Exactement. Donc en fait, concrètement, oui, tu as aussi des opérations où on a des candidats qui ont 50% minimum d'apport personnel. Donc là, c'est quand même très solide. Ça va être des achats familiaux. Donc soit l'achat de la fameuse maison dont on parlait tout à l'heure, soit de l'appartement familial. Eh ben, tu vois, mon associé et moi, on disait ça. On a des vies complètement différentes. Moi, je n'ai pas d'enfant, lui, il en a 4. Et je pense vraiment qu'en ce moment, pour un lambda, quelqu'un qui vit pas de l'immobilier, c'est peut-être maintenant le meilleur moment pour acheter sa RP. Quelqu'un qui veut acheter sa maison aujourd'hui, qui a un apport sérieux, je pense que là, dans les 6 mois là, il peut faire un super beau coup. C'est-à-dire qu'il peut venir, dire moi j'ai de l'apport, j'ai une situation confortable, je suis quelqu'un de sérieux,
il peut faire une offre ultra agressive et faire un super coup sur sa résidence principale. Qu'est-ce que toi t'en penses en tant qu'agent immobilier? Totalement, faut arrêter de prendre au premier degré, de regarder systématiquement ces émissions effectivement d'information continue. Je vais pas citer les noms, hyper anxiogènes. Aujourd'hui, les banques, elles prêtent. Évidemment, elles prêtent pas comme ça à bras le corps. Pas tout le monde. Elles regardent les dossiers, encore plus aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit, c'est le marché qui se régule en fait, oui, tout oui. simplement. Et c'est effectivement le très bon moment d'acheter sa RP. Tout simplement parce qu'on est sur un contexte de baisse, en fait. Exactement. La RP, tant qu'elle est long terme, ce qui est le cas en maison, d'ailleurs, hein, pour voir grandir ses enfants. En général, le mec achète une RP, c'est cool. Je sais que la moyenne, c'est 7 ans, mais quand le mec il achète sa maison, il reste plus longtemps. Parce Exactement. Quand c'est vraiment de l'achat familial avec vos enfants, donc je vais aller acheter mon appartement 3 chambres minimum, ou si j'ai les moyens, passer en maison, on a vraiment une vision long terme. Là, il n'y a aucun risque, au contraire, on va la payer moins cher au mètre carré, on va potentiellement la revaloriser si on l'a acheté avec travaux. Exactement. Et puis aussi, là, il a peut-être pas un taux intéressant aujourd'hui, mais si dans 4, parce que moi je ne crois pas à la baisse des taux tout de suite, mais dans 4, 5, 6 ans, les taux commencent à baisser, il peut racheter son crédit. Il a fait une bonne affaire, il a racheté son crédit, et le mec, quand il va vendre, c'est jackpot. Exactement. De toute façon, c'est cyclique, donc le marché va se remettre de cette étape en fait de crise qu'on vit aujourd'hui. Et puis, comme tu le disais, c'est quand même beaucoup plus facile dans 10-15 ans de renégocier son taux plutôt que son prix qui est acté en fait. Il est gelé, donc on peut plus y revenir en fait. Donc le rachat de crédit, la renégo, vous pourrez toujours miser là-dessus quand les taux vont se remettre à baisser. Mais profitez, si vous avez vraiment un bon dossier, l'ARP, il faut y aller. Et là, j'ai une question, alors je change un peu de sujet, qui est le métier d'agent immobilier. Ouais. En ce moment, moi je sais que vous subissez une crise de plein fouet. Les agents immobiliers, c'est vraiment un métier où vous avez 5-6 ans pleine bourre, 5-6 ans de crise. 5-6 ans pleine bourre, 5-6 ans de crise. Il faut vraiment s'organiser pendant les 5-6 ans de pleine bourre. Et comme je dis, un budget, quand on a une boîte, ça se gère. Un fonds de roulement, ça se gère. Parce que c'est pas toujours le même. La trésorerie, c'est quelque chose qui se gère. Les gens pensent que la trésorerie, c'est bon. Non. La trésorerie, c'est à préparer en temps de crise. Moi, j'ai vu que tu avais fait une vidéo qui était super sur Instagram. On va mettre les liens pour joindre Karim sur les réseaux. Tu avais parlé de l'intercabinet. Alors, explique aux gens ce que c'est qu'un intercabinet et pourquoi maintenant vous le faites. L'intercabinet, concrètement, c'est j'ai un mandat et je décide, donc j'ai un mandat de vente, qu'il soit simple ou exclusif, hein, d'ailleurs, même si l'intercabinet, en général, a plus tendance à se faire sur les mandats exclusifs. Donc, j'ai un mandat de vente et je décide, en fait, à ce qu'un confrère, concurrent en temps normal, le travaille. C'est-à-dire que je vais l'autoriser à présenter mon bien à sa clientèle. Et dans le cas où il trouverait l'acheteur, on fait un partage à 50-50 des honoraires. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui vous êtes plus ouvert à ça? Alors, c'est la crise en fait qui redistribue les cartes. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, plus de 95% des moi j'ai été j'ai découvert l'immobilier aux États-Unis parce que j'étais agent immobilier là-bas. Mais je faisais que de la location, je faisais pas de transaction. Et tout le monde fait de l'intercabinet parce que ça va beaucoup plus vite. Tout à fait. On s'appelait tous, je me rappelle, j'ai ça, t'as un client, je te l'envoie, tac. Et des fois, tu te déplaçais même pas. Tu dis, mon client, c'est un tel. T'es dans la... Il vient, il arrive et tout. Et les gens travaillaient que comme ça. Pourquoi en France, vous voulez pas travailler comme ça? C'est malheureux que, effectivement, on ait encore des professionnels très réticents. Alors, tu sais, c'est comme ça en France. On aime beaucoup garder la couverture, en fait, vers soi. Il n'y a pas forcément toujours cette valeur partage. Et en fait, on traduit tout simplement le fait que si je partage mes affaires, je divise par 2 mon chiffre d'affaires. Oui, mais ça, moi, je le sais parce que j'ai un associé dans ma boîte aujourd'hui. Je divise par 2. Tout ce qu'on gagne, on le divise par 2, c'est vrai. Mais on gagne 5-6 fois plus d'argent. Donc, c'est pas grave. Exactement. On voit pas la compensation par le volume. On voit pas la satisfaction client parce que toi, tu arrives dans mon agence. Moi, je vais te rechercher un bien qui puisse correspondre et je vais me limiter forcément, si je fais pas d'intercabinet, à mon seul portefeuille d'affaires. Contrairement à une agence qui fait de l'intercabinet, où là, si j'ai pas le bien en portefeuille, je vais tout de suite avoir la capacité de te sortir, aller visiter des produits parce que je vais te montrer l'appartement du collègue en face. Et là, ça va potentiellement aller closer une vente. Là, on est sur l'avenue Henri Barbus, c'est ça? Avenue Henri Barbus. Avenue Henri Barbus à Colombes. Il y a plusieurs agences autour, on va pas les citer, mais il y a l'agence WeInvest de Karim, c'est la plus importante de la rue. C'est là qu'il faut aller, en tout cas. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je suis un client et je cherche ma maison, 3 chambres, j'ai 600 000 € de budget, je veux un bon quartier de Colombes, j'ai l'osé. Toi, tu ne l'as pas, mais peut-être qu'un de tes confrères, que ce soit La Forêt, Century, bon, toutes les agences qui peuvent exister, peut-être que lui, il l'a. Et tu le sais, en plus, qu'il a l'exclu dessus.
et vous partagez pas. Soit je vais garder l'info pour moi parce que je vais me dire, bah forcément, si je te donne l'info, Bah, je vais servir le confrère, Oui. le concurrent. Soit le confrère est ouvert à l'intercabinet et là, je vais tout de suite prendre mon téléphone devant le client. Je vais appeler le confrère, l'agence X ou Y, en lui disant, écoute, j'ai un client chaud qui recherche telle requête. Ma seule question, c'est quand est-ce que je peux visiter ta maison? Voilà. Voilà. Et là, tu gagnes du temps parce que tu n'as pas à aller courir après 36 agences et tu gardes le même interlocuteur. Donc l'expérience client, elle est quand même, elle n'a rien à voir en fait. Surtout, voilà, et c'est ça, c'est bien, c'est que moi, je connais un agent immobilier, je parle qu'avec lui, j'ai pas besoin d'en voir 10 000. Je m'entends bien, il y a un feeling. Il s'occupe de chercher auprès de ses confrères. Donc, c'est beaucoup plus simple pour le client. Et je pense que les agences immobilières, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui meurent en ce moment, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de fermer. Ah oui, il y a eu plus de 50% de fermeture, de liquidation en fait en un an seulement. En un an, plus de 50%. Ça a doublé en un an, les liquidations d'agences immobilières. Ah ouais, là, je m'attendais pas à ce chiffre. 50% des mecs ont fermé la porte. 50% en un an seulement. Donc, et malgré ça, ils font pas de l'intercab. Et alors, tu as plusieurs raisons, mais je pense que l'un des points communs de ces agences, c'est, alors sans intercab, très sincèrement, en ce moment, tu fais pas long feu. Il faut la gestion locative au moins. Exactement. Après, il faut savoir varier, et puis, comme tu le disais, avoir une bonne gestion de crise de la trésorerie. Alors, c'est intéressant, je fais juste une petite parenthèse, mais ça fait 13 ans que je suis gérant de ma propre agence, et je réfléchis à monter justement, effectivement, un coaching pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient demain, après crise peut-être ou pendant, monter sa propre agence. Voilà, c'est vraiment des conseils opérationnels et l'expérience de cette crise qu'on vit, bah, je pourrais la partager parce que c'est mon quotidien. Avoir une agence, c'est un bon business. Et d'ailleurs, on voit plusieurs concurrents, entre guillemets, qui sont venus avec un nouveau modèle, avec des mandataires, avec des agences low cost. Est-ce que c'est quelque chose qui apporte vraiment ou pas? À quel point ça a chamboulé votre business à vous, les agents immobiliers? Moi, je vais te parler des autres modèles sur mon marché. Donc, sur le marché de Colombes, bon, qui est assez comparable au... c'est un gros marché. Mais c'est un gros marché. C'est quoi, 90 000 habitants, la Colombe? Exactement, ouais, pas loin, tout à fait. Donc, on va avoir tous les projecteurs l'été prochain, parce que pour rappel, Colombes est ville olympique. Donc, vraiment, s'il y a une ville où investir dans les Hauts-de-Seine, c'est Colombes. On a les prix au mètre carré très maîtrisés et on va avoir l'effet, effectivement, JO. Tu as eu les nouveaux acteurs provenant de la PropTech, des startups qui sont plutôt orientés low cost, les agences qui vendaient des forfaits fixes d'honoraires, défiant toute concurrence. Je vais pas citer de nom, mais non, on va pas les citer. Voilà. J'en ai connais, mais on va pas les citer. Voilà. Et donc du coup, souvent on se rend compte que ce modèle-là, soit a révisé sa tarification en augmentant finalement ce barème initial qui était ras des pâquerettes, soit ça n'a pas duré. Donc moi je les ai pas forcément vus sur mon marché. Et puis c'est souvent un modèle physiquement qui n'est pas présent. Donc après les vendeurs n'ont pas forcément confiance. Hein. C'est un peu comme le serrurier. Le serrurier pignon sur rue en bas de chez toi, tu as tendance à lui faire confiance. Il ouvre tous les jours, chaque matin. SOS serrurerie qu'on a tous dans les boîtes aux lettres, impossible de les joindre. Mais ça, c'est le business physique qu'on voit. Moi, je trouve que c'est des charges inutiles, mais c'est pas forcément inutile. C'est pas forcément inutile. Alors, en temps de crise, c'est sûr que ça pèse énormément. Hein, voilà. Après, il faut savoir jouer là-dessus commercialement. Mais aujourd'hui, tu as d'autres modèles. Et je rebondis sur le modèle mandataire. Moi, je travaille beaucoup avec des mandataires dans mon secteur, avec qui je fais beaucoup d'intercabinets. Et aujourd'hui, je trouve que le modèle de mandataire, alors pour rappel, en deux mots, hein, le mandataire, il travaille pour le compte d'un réseau dont la tête est titulaire de la carte T, la carte transaction. Et donc, il représente cette marque et il travaille sur son secteur en général en home office de chez lui. Et du coup, les réseaux mandataires, c'est quand même pas mal comme modèle en temps de crise. Parce que tu as des charges fixes quasi inexistantes. C'est vrai, non, mais je pense qu'il y a des avantages surtout. Après, pour revenir au marché immobilier en lui-même, Karim, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que on avait fait un live sur Instagram, comme je disais au début. On avait fait un très bon live. Et on va pas dire son nom parce qu'elle veut pas qu'on dise son nom. Mais il y a une fille qui était dans ma formation qui t'a appelé. Tout à fait. Et tu lui as trouvé une affaire en or. Et là, franchement, elle t'a remercié quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je lui ai dit surtout de pas traîner à se décider, parce que sinon je l'achetais à sa place. Hein. Oui, non, c'était un ancien cabinet de dentiste. Exactement. Qui était toujours en logement. Alors, elle avait dû acheter ça à moins de 250 000 euros. Ça, c'est certain. Je crois qu'on devait être dans les 230, 235 000. Elle a fini les travaux. Elle m'a dit, elle avait des... C'est toi qu'il était estimé à près de 360? Ah oui, tout à fait. Là, refait à neuf, on était à 350 très facile. Et elle l'a d'ailleurs très joliment rénové. Hein. Moi, elle m'a montré le résultat l'après, j'étais bluffé.
Alors, ça a été rénové par Lucrèce, c'est une fille avec qui fait des formations sur la décoration d'intérieur. Je travaille beaucoup avec elle et elle est forte. Franchement, si tu as vu l'appartement. Ah, j'ai vu l'appartement, je lui ai dit bravo parce que c'est des travaux de qualité. Et ce que je veux dire, c'est que ce type de bien à Colombes ou même partout, est-ce que quand tu vois un type de bien ultra qualitatif comme ça, c'est toujours la crise pour ces biens-là ou ceux-là, non, t'arrives à les faire partir facilement? Ils sortent du lot, toujours. Ils sortent du lot, surtout en temps de crise. Faut surtout pas se dire c'est le temps de crise, je vais limiter le budget pour revaloriser. Je vais faire du low cost pour retaper. Non, c'est une erreur parce que vous allez repasser dessus, vous allez perdre de l'argent. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Moi aussi, mais vas-y. Et je le vois sur le terrain, même sur des quartiers complexes à Colombes. Je pense notamment au quartier Stade, qui est un quartier un peu moins huppé, un peu moins demandé, plus populaire. Moi, j'ai fait vraiment des coups de poker, entre guillemets, des biens vendus. À titre perso pour le compte de clients vendeurs. Pour le compte de l'agence, j'ai vendu des mandats bien au-dessus de leur valeur prix de marché. Le point commun de ces biens, c'est qu'ils ont été rénovés par architecte d'intérieur. Il y avait vraiment, du plus. Et c'est ce que je dis, c'est que quand tu fais un bien qui est ultra qualitatif, les gens ils négocient pas trop parce qu'ils ont peur de le rater. Exactement. Parce que je dis une bêtise, là on est sur Colombes, donc mettez ça à la hauteur de votre ville. Hein. Mais quand tu cherches un secteur particulier, parce qu'il y a des gens, Colombes c'est bien desservi, il y a le tramway, il y a ceci, on n'est pas loin de la Défense, il y a la gare. Donc il y a des gens par rapport à leur travail, par rapport à leur famille, ils doivent habiter dans une certaine ville. Peut-être la ville d'à côté, mais ils peuvent pas se permettre d'habiter dans un grand rayon. Et quand tu cherches dans ce rayon, tu vois que des trucs catastrophiques, et là tu vois une perle, tu peux pas la rater. Même si tu la payes un peu plus cher, en temps de crise ou pas. Exactement. Il suffit d'aller sur Se Loger. Je me mets effectivement, dans la peau d'un acquéreur lambda. Je vais sur Se Loger, je vois 10-3 pièces, et je vois celui de cette personne-là, donc cliente de l'agence, il sort du lot déjà. Oui. Déjà, tu crées une différence. Déjà, donc tu as plus de visites. Exactement. Et c'est ça que quand vous refaites un bien, pourquoi il faut faire un bien de qualité, c'est que beau bien, belle photo, vous avez plus de visites. Plus il y a des visites, plus vous avez de chances de vendre. C'est mathématique. Je crois que c'est 6 visites pour une vente ou un truc comme ça. Exactement, 6 visites pour une vente. Et puis surtout, on booste effectivement le taux de consultation du bien. Derrière, eh bien effectivement, on crée l'effet de coup de cœur parce que les gens se projettent tout de suite. Ils ont envie. Donc effectivement, et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, on peut faire du très très beau en maîtrisant les coûts. Mais c'est pas... Après, faut s'y connaître, mais c'est pas super cher. Faut pas croire que ça coûte des millions, quoi. C'est ce que les gens pensent. Faut bien, après, faut connaître les travaux et tout. Mais il y a vraiment de la qualité sur ces trucs-là. Si tu devais donner un conseil à un jeune, parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écoutent, et même j'ai des parents, parce que j'ai beaucoup de parents qui regardent ma chaîne ou mon compte Instagram, qui aimeraient que leurs enfants ne fassent pas la même erreur qu'eux pour leur premier achat. Donc, j'ai besoin que tu me donnes vraiment la liste des choses qu'il faut qu'un jeune fasse pour acheter. Dans le sens où, acheter jeune ou pas trop, apport ou pas apport, quel type de bien il doit acheter, sur quoi il doit se concentrer. Vraiment donne un vrai conseil à un jeune qui veut acheter un bien immobilier. Si je devais donner un conseil effectivement à un jeune qui voudrait acheter, je lui donnerais ce conseil comme pour ma fille. Ce serait, reste un maximum chez papa-maman, profites-en lors de ton premier job à mettre de côté. Constituez déjà votre apport personnel, on le sait, même hors crise, c'est vraiment un plus que de prouver à la banque qu'il y a de l'argent disponible. On voit déjà le profil d'épargnant. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est d'acheter dès que possible. Le plus rapidement, même pour pas l'habiter, c'est pas grave. On constitue le patrimoine. Donc ça, le plus rapidement. Demain, vous me remercierez quand vous aurez 20 ans plus tard. Soit moi, j'avais acheté mon premier bien, Lionel, j'avais 25 ans. Moi, 26, 27. Voilà, à cette époque, j'avais pris 15 ans de crédit. Tu fais le calcul, donc effectivement... T'as quel âge? T'as 40 ans? J'ai 43 ans. Bon, bah t'as fini de le payer? Il est déjà payé. Hein, donc, et tu touches un loyer plein dessus? Exactement. Tu touches combien de loyer dessus? Aujourd'hui, je touche 860 € de loyer. Donc ça veut dire que sans travailler, que tu le veuilles ou non, à 43 ans, mais je pense que tu l'as acheté à 25 ans, ça fait 3 ans, tu touches quand même 860 € tous les mois, que tu travailles ou non. Exactement. Voilà, c'est un revenu garanti. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'investissement locatif, qui est totalement complémentaire avec l'achat-revente, c'est une stratégie intéressante, c'est du long terme. Surtout là où t'achètes, tu l'as acheté où? C'est bien à Colombes, justement. À Colombes. Je pense que t'en as plusieurs sur Colombes. Toi, t'es né et t'as grandi à Colombes? Oui, je suis vraiment un enfant de la ville. Et du coup, alors bon, je fais partie de ces investisseurs à titre perso ou attachés un peu à avoir mes investissements à proximité. Je trouve que ton locatif, ton patrimoine, il faut l'avoir dans un endroit où tu peux le surveiller, tu peux le voir évoluer et près de toi. Parce que tu connais. Exactement. Si tu connais, moi je veux pas avoir du patrimoine à Fréjus, j'ai rien contre la ville de Fréjus, j'ai jamais mis les pieds là-bas, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Par contre, Colombes,
toi, tu connais, tu es de Colombes, là, tu connais ton patrimoine. Tu sais ce qui vaut de l'argent et ce qui n'en vaut pas. C'est clair, parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans. C'était mon premier achat IMO. J'avais 2 ans d'ancienneté, donc je démarrais en tant que salarié à l'époque. Et du coup, pour moi, l'achat sécurité, c'était déjà de maîtriser là où j'achetais. J'ai acheté à Colombes, je me sentais effectivement plutôt bien. N'hésitez pas vraiment à viser la ville. Moi, c'était Saint-Denis. C'est pas une ville qui a une bonne réputation, mais bon, j'étais à côté, donc voilà. Le taux de croissance, hein, Saint-Denis, ça fait partie des villes quand même qui ont énormément monté. Oui, et qui vont encore monter. Et qui vont encore monter, exactement. Donc, par rapport aux surfaces, parce que moi, je fais beaucoup de surfaces, les gens ont souvent peur, et c'est quelque chose qu'on entend. Alors, ça dépend des communautés, je pense, mais je vais pas rentrer dans ça, mais qui se disent, je vais pas acheter un studio quand même. Et c'est un tort. Alors déjà, effectivement, le jeune qui va acheter, il va acheter en fonction de ses moyens. Après, en fonction des secteurs, il pourra décider peut-être d'acheter un studio à Colombes ou alors d'aller au fin fond du 77 et là, il va gagner 2 pièces de plus. Là, vraiment, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Moi, j'en ai un, mais vas-y, continue. Ça va vraiment dépendre, effectivement, déjà de l'objet de l'achat. Est-ce que vous allez viser un achat en résidence principale ? Est-ce que ça va être pour un investissement locatif? Donc, pour un achat de résidence principale, moi, j'aurais tendance à conseiller de valider quand même une chose, de valider si vous ne connaissez pas la ville, de valider si l'environnement va matcher. Moi, je pense que, alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je pense qu'il faut acheter dans l'endroit le plus cher dans lequel on peut acheter. Parce que l'endroit le plus cher dans lequel on peut acheter, je dis une bêtise, si vous pouvez acheter un studio à Colombes, vous pouvez peut-être acheter un 2 pièces derrière Shell, on va dire. Mais quand les prix montent, ils montent beaucoup plus à Colombes. De toute façon, comme je dis souvent, si une ville est plus chère qu'une autre, c'est parce qu'il y a plus de gens qui veulent y habiter. Hein. Il y a plein de raisons qui font ça, mais c'est qu'il y a plus de gens qui veulent y habiter. Par exemple, la Garenne est plus chère que Colombes. Historiquement, ouais. Parce qu'il y a plus de gens qui veulent habiter à la Garenne qu'à Colombes. Et en plus, à la Garenne, il y a moins de choix. Donc si vous pouvez acheter un studio à Colombes, achetez-le à Colombes. Mais si vous pouvez acheter un studio à la Garenne, moi je préfère acheter un studio à la Garenne plutôt qu'un 2 pièces à Colombes. Parce que je sais ce que ça va faire comme différence. C'est sûr. Il y a des communes qui résistent mieux, effectivement, au contexte, aux fluctuations du marché. La première couronne, Colombes, la Garenne, on est en pleine crise, on l'a subi. Mais les collègues de deuxième, troisième couronne parisienne, forcément, c'est un peu plus difficile. T'as pas vu, en ce moment-là, le 6e arrondissement de Paris, qui est le plus cher, il est encore monté. On est en pleine crise. Hein. Ouais. Les gens n'ont pas de crédit, il est encore monté. C'est le seul arrondissement qui tient, qui continue à monter. Les 19 autres baissent, ils montent. Cette règle de l'offre et la demande, hein, finalement, oui. C'est ça qui régule tout. Voilà, donc effectivement, l'important, c'est de valider l'environnement sur une RP. Sur un investissement locatif, là, pour le coup, c'est différent, parce que déjà, il faut se positionner. Quel type d'investisseur je suis? Est-ce que je suis l'investisseur purement cartésien? Je prends ma calculatrice et alors là, le reste, l'environnement, etc., ça rentre pas en ligne de compte. J'habiterai jamais dans le logement. D'autres, moi, j'ai des investisseurs qui me disent, mais moi, si j'achète le mien pour investir, il faut que je l'achète comme si j'y habitais. C'est 2 écoles différentes. Je pense que les 2 écoles sont respectables. Même si pour moi, par exemple, j'investis dans des 13-14 mètres carrés. À mon âge, j'y habiterai pas. Mais je pense qu'à 20 ans, un 15 mètres carrés dans Paris, c'était toujours dehors. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait une vidéo où j'expliquais sur un 14 mètres carrés. Je me suis fait lyncher sur YouTube. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que un 14 mètres carrés à côté de la Tour Eiffel, ça vaut de l'or, en fait. Ouais, je l'ai vendu, premier jour, au moins 6 ou 7 visites. Toutes les offres au prix, personne négocie. Mais les gens m'ont lynché sur YouTube. Je suis pas étonné, parce que à un moment, il y a des produits où c'est plus une question de métrage. Oui, c'est juste les gens veulent y être. Alors, le dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent, c'est effectivement, sur une RP, essayer, ne pas hésiter de franchir les pas de porte des agences pour connecter avec l'agent immobilier. On est sur des métiers d'humains. Et moi, j'ai plus envie, en tant que professionnel, d'aider, jeunes ou pas jeunes, des acquéreurs qui auront fait l'effort de venir me voir. Je me rappellerai déjà plus facilement d'eux. Et puis surtout, je vais les contacter dès que j'ai une avant-première. Et ça peut faire la différence. Donc, n'hésitez pas. Pas de boule au ventre. On vous ouvrira les grandes portes. Et en tout cas, chez moi, ce sera le cas, quel que soit l'âge. Et au contraire, on pourra que saluer les plus jeunes parmi eux qui auront justement le culot de venir en agence. Non, c'est bien. En plus, moi, j'ai aussi une fierté, c'est que y a quelqu'un qui a participé à mon programme et le mec, il a acheté à 19 ans. 19 ans. Et il y a même une fille qui a 19 ans. Et je trouve ça, acheter à 19 ans,
C'est une liberté, en fait. Le mec à 40 ans, il va toucher des loyers pleins sur un truc. Preuve de maturité, c'est même sur le CV, c'est énorme, quoi. Oui. Pour un jeune de 19 ans, mettre déjà achat immobilier, enfin, limite, moi, je le mettrais en tant qu'employeur, je regarderais pas de la même manière ce Ouais, tu dis qu'il a un vrai projet de vie. C'est vrai, en plus, ce que tu dis. Et il a un profil, il a risqué quand même, hein. Il a placé, il a un profil d'investisseur. Quand tu me parles des investisseurs aussi, il y a une fameuse chose aujourd'hui qui est les DPE. Je voulais savoir deux choses. À quel point le DPE impacte les gens dans leur décision d'acheter ou pas un bien, et à quel point les vendeurs, ça leur met un coup quand ils ont un mauvais DPE. On a beaucoup sous-estimé l'impact du DPE. Alors maintenant qu'en plus on est frappé d'interdiction quand on a une mauvaise notation, je pense notamment aux classifications G, hein, qui pour rappel sont interdites de location depuis le 1er janvier. Alors les très mauvais élèves, hein, les G+, aujourd'hui oui, moi je les intègre depuis pas mal de temps déjà dans les estimations. C'est-à-dire que le problème c'est que 9 fois sur 10, mes vendeurs n'ont pas le DPE au moment de l'estimation, donc je mets une réserve. Je donne un avis de valeur sous réserve de recevoir le DPE. Et alors là, pour donner une idée, Lionel, et pour donner effectivement une idée à tous, c'est globalement, si tu as une passoire énergétique, donc F ou G, c'est en général moins 10% de valeur. Ils le prennent comment, les vendeurs? Ah bah, ils accusent le coup. Alors, ils comprennent enfin que c'est un paramètre important. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai flou. Ils savent pas comment s'y prendre. Bon, après, ça va être un autre débat, mais et comment les acheteurs, les loups, parce que ce sont des loups, je vous connais, quand ils voient un DPE comme ça, ils se disent à quel point ils essaient de faire, ils se servent de cet argument pour faire baisser le prix. Vraiment beaucoup ou pas encore trop? Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient vraiment, les DPE F et G étaient refoulés par les acheteurs, bizarrement. C'était un petit peu l'effet panique, en fait. L'effet de panique, la loi climat, les interdictions, c'est les biens vendables. Je sais pas si tu as vu passer en plus, il y a eu une rumeur comme quoi les politiques allaient aussi mettre l'interdiction à la revente des passoires énergétiques. Mais moi, c'est ce que je voulais. Parce que s'ils faisaient ça, je peux te jurer qu'en tant que marchand, les 3 prochaines années, je bossais, après j'étais en retraite. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, tu as des acheteurs qui profitent justement de ces passoires énergétiques. Et à partir du moment où on a un process de revalorisation, comme pour les marchands, c'est là où tu peux faire les meilleures affaires. Pour moi, les passoires énergétiques, c'est des bonnes affaires. Les meilleures affaires qu'on puisse faire. Clairement, ça je te le dis. Quand c'est en G et que tu as de l'apport, tu peux vraiment baisser les prix. À ce qui paraît, les banques, elles ne financent plus les biens en F ou en G. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est presque vrai. C'est-à-dire que les banques vont te financer ta passoire énergétique F ou G à la condition que tu intègres un devis des travaux d'isolation thermique. Ok, donc voilà. En fait, elles te le financent, mais ça coûte plus cher. Exactement. Et puis surtout, ça va augmenter ton taux d'endettement, puisque tu vas rajouter une ligne de prêt. Ah oui, c'est vrai. Et aux travaux. Donc, quand tu es sur des travaux de 50 ou 60 000 euros, ça pèse dans la balance. Ça peut être la raison du refus de prêt. Donc, il y a une mécanique vraiment à avoir. Et là, je recommande vraiment d'être bien accompagné, notamment par un courtier en prêt immobilier. Pour terminer sur la notion de DPE, n'ayez pas peur des F et G. Au contraire, faites-vous accompagner par des artisans qualifiés pour les rénover. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, déjà, de fait, théoriquement, ils se positionnent à moins 5, moins 10% du prix de marché, mais hors négociation. C'est-à-dire qu'en plus, comme ils sont boudés par beaucoup d'acheteurs, c'est là où on peut encore taper plus. Donc en fait, vous avez compris, hein, les DPE, n'hésitez pas à y aller. Yes. Parce qu'en fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour ma mère, c'est que les gens qui n'ont pas acheté, aujourd'hui, Karim, t'as 43 ans, moi j'ai 39 ans, on est de la même génération. T'es de quoi, 80 80. Moi je suis 84. D'accord. Tu vois, moi par exemple, ma soeur, elle a acheté sa maison, elle a acheté un peu tard, mais bon, mais je vois mes tantes qui n'ont pas acheté. Elles ont à peu près, ma soeur, elle a 10 ans de plus que moi, tu vois, elle est née en 73. Et tu peux pas vivre en fait. Bien sûr. Tu vas avoir une retraite de merde, tu vas toucher 1200 balles. Il y aura vraiment une disparité. Comme ils sont en train de couper les AP. Il faut que tu les fasses flipper pour qu'ils viennent acheter. Ça, c'est exactement. Eh ben voilà, tu arrives au bon moment, Laurent, parce qu'on est en changement de carte. Bonjour. Laurent. Ça va, Laurent, ça va? Ouais. Très bien. Changement de carte mémoire. C'est le changement de. Ouais, c'est ça, c'est la mi-temps voilà. En fait. Non, là on était vers la fin du. C'est plus les prolongations. Voilà. En ce moment, l'IMO ça leur fait très très peur. Parce qu'ils veulent pas acheter parce que ça baisse. Exactement. Et comme je le disais, non, mais j'aurais fait une vidéo, je les ai allumés ce matin. Les vendeurs, ils veulent pas. Non, je dis les gens qui veulent pas acheter parce que ça baisse, j'ai dit mais il y a 2 ans vous voulez pas acheter parce que c'était cher. Donc en fait vous achèterez jamais, vous êtes juste des pertes de temps pour vous-même. Après faut pouvoir. Alors, en fait le vrai sujet c'est peut-être l'obtention des crédits aussi. Maintenant oui, je suis d'accord avec toi. Mais il y a 2-3 ans, ils prêtaient là. Ah oui. Mais il y a 2-3 ans, c'était il y a 2-3 ans. Maintenant le sujet c'est maintenant. Ah oui, non, maintenant. Non mais
quand il y a 2-3 ans, tu t'es plaint qu'il passait pas, que c'était cher. Ouais. Tu peux pas te plaindre d'aujourd'hui que c'est pas cher. Et oui, bah, aujourd'hui, de toute façon, c'est pas cher, mais Ça baisse, ouais. Après, bon, l'adjectif qu'on met derrière, cher, pas cher, quelque part, on s'en fiche en fait. Soit on a un projet, soit on en a pas un en fait. Exactement. Ouais. Et puis qu'est-ce qui est cher, ça c'est vrai. C'est relatif, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, emprunter 400 000 euros par exemple, c'est un exemple que je prends là, puisqu'on avait eu un cas il y a pas très longtemps. Mais... Emprunter 400 000 euros, le coût global du crédit sur 20 ans, maintenant, je crois qu'on se rapproche des 500 000. Alors que quand les taux étaient aux alentours de 1%, si je dis pas de bêtises, le coût global du crédit pour un emprunt de 400 000 sur 20 ans, c'était peut-être 4,20, 4,30, quelque chose comme ça. Oui, mais regarde, je suis d'accord avec toi, c'est vrai ce que tu dis, mais aujourd'hui aussi, quand tu as de l'apport et que tu veux acheter un truc à 500 000, tu peux plus négocier qu'avant. Exactement. Exactement. Totalement. Quelqu'un qui a de l'apport. Ah bah oui, quelqu'un qui est finançable d'une manière ou d'une autre, il a le rapport de force. Voilà, donc, oui. Parce que le mec, parce qu'il y a celui qui vend comme ça, mais celui qui a besoin de vendre parce qu'il est muté ou il divorce, bon bah faut qu'il vende. Il lâche. Il est obligé de lâcher. Et puis moi je pense que vous en tant que professionnel, vous lui dites, oui t'es gentil, mais en fait, aujourd'hui t'as ce mec-là qui te fait une offre qui te déshabille, mais la prochaine c'est peut-être pas pour tout de suite. Ouais, et la prochaine il n'y aura peut-être même pas. Oui. Ouais. Moi j'ai une amie là aujourd'hui qui voulait vendre à la Courneuve, elle voulait vendre son appart 140. Elle a une offre à 125. Et je lui dis bon. Elle me dit oui, mais je lui dis ah ben non, parce que la prochaine, ça fait 6 mois que t'attends une offre. C'est pas une façon de parler. Hein. C'est le marché qui parle à un moment donné. Hein. Ça fait 6 mois que t'attends une offre, c'est pas ce que tu voulais, je comprends. Mais. Le marché t'a répondu. Oui, et puis il y a un truc, je sais pas si tu peux en parler, Karim, les agents, parce que ça c'est un truc qui surestiment les biens pour avoir les mandats. Ça te dérange pas d'en parler? Interroge-moi dessus, sans problème. Okay. Ah bah évidemment, parce que malheureusement, même dans un contexte comme aujourd'hui de crise. Ils le font encore? Ils le font encore, ton mec, ils le font encore. Ils le font encore. Ouais. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une incompétence, une volonté? Une incompétence, ou alors tout simplement parce qu'on est perdu, parce que en fait c'est devenu très dur d'estimer de toi à moi. Alors c'est vrai. Parce que en fait tu rentres un bien à 10% ou 15% moins cher que ce que tu avais il y a 1 an et demi. T'es pas sûr que ça appelle. T'es pas sûr que ça appelle en fait. Donc en fait, c'est quoi la vraie valeur du bien si le téléphone il sonne pas? T'as beau avoir fait tes calculs avec tes données récentes, ça appelle pas, ça appelle pas. Ouais, mais je pense que le marché là, il est. Mais l'État va pas le laisser comme ça. Non, je pense pas. Il faut rentrer des frais de notaire. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ils y travaillent là. Comme je te disais avec le prêt à taux zéro. J'écoutais l'autre là, comment il s'appelle, Marc Toiti, qui disait fin 2024, parce qu'on va commencer. Les vendeurs ont encore un peu plus accepté la crise et les taux vont commencer à baisser. Il a dit là, il y aura une petite fenêtre, à mon avis, il y aura 2-3 bonnes affaires à faire. Et je pense qu'il a raison. Ouais, lui, il parlait de fin 2024, je crois, un truc comme ça. Mais je pense qu'il a raison sur ça. Ouais, pour moi, bon, après, le problème, c'est que les gens, s'ils attendent encore 1 an, on ne sait pas vraiment est-ce que les prix auront réellement baissé, comment se situeront les taux. Moi, je pense que... Pour moi, il faut acheter. Aujourd'hui, on est en rapport de force. Je pense que les prix ne vont pas encore beaucoup baisser. Hein. Ouais. Sur les bons biens, j'y crois pas. Je crois pas que la bonne maison, vous avez des belles meulières à Colombes avec du terrain et tout, ça résiste elles vont pas perdre 30% ces maisons-là. Hein. Je veux dire, il y a bien un mec qui a du pognon qui se dit écoute, je peux l'acheter à 1 million, j'ai une connerie à la Garenne. Si je peux avoir la même à 700 000 à Colombes, je garde 300 000 que je vais mettre sur une assurance vie et puis je vais me foutre à Colombes. Hein. Je pense qu'il y a 2-3 mecs qui m'ont voulu dire qui vont le faire. Et ils vont pas attendre que la maison qui a 800 000 à Colombes elle descende à 600 000. Hein. Oui, c'est clair. Parce qu'elle n'ira pas en fait à 600 000. Non, je sais pas si vous y croyez, mais... Puis t'en as qui, en maison, on a des acheteurs qui attendent, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur. Ils n'en peuvent plus. Donc, si, crise ou pas crise, si tu es capable de leur trouver leur maison au Valais, quartier un peu huppé de Colombes, ils signent tout de suite. Hein. Et le prix, ils s'en moquent. Hein. Ils signent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils la cherchent depuis tellement de temps. On n'a jamais eu des acquéreurs avec des durées de recherche aussi longues que les maisons familiales. La maison familiale dans le 92, c'est peut-être l'un des biens les plus recherchés. Les plus recherchés. Parce que le 92, la banlieue ouest, pour plein de choses et tout. La maison familiale du 92, elle rejoint tous les cadres dynamiques. Vous êtes à côté de la Défense. Ils veulent quoi, les mecs de la Défense? Un mec qui gagne 6
6 000 balles qui travaille à la défense, il cherche quoi comme bien? Tu veux Mais du bien sûr. calme, tu veux ton jardin du calme. Familial avec une terrasse. En fait, Il veut de l'extérieur. il veut de l'extérieur et il le veut ici. Il n'a pas envie de se retrouver. Il veut pas se retrouver derrière Argenteuil. Exactement. Compliqué de passer la Seine. Là, quand tu leur parles de la Seine, déjà on a du mal nous à les faire passer. Tu vois l'axe juste après le vieux clocher. Ils vont à Besançon ou même pas? Ah non. Ça, certains. Bah, ça dépend des catégories de budget. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui. Le mec à 700 000, il va pas à Besançon. Non, jamais. Il reste où? Non, il va vraiment rester à Colombes et en plus il va vouloir ce centre et en direction de Paris. Donc vraiment dans cette direction. Là, la ville à côté, c'est quoi? Là, tu rentres à la Garenne-Colombe. Ouais, voilà. Après, au niveau du pont, t'as la Garenne. Après, t'as Courbevoie et Paris. Vous savez, c'est moi je sais ce qu'ils font. C'est plutôt Suresnes, la Garenne, Colombes, la dernière ville, et Nanterre, si c'est le Mont Valérien, bien pas loin de Rueil. C'est ça en fait. C'est ça. Oui, c'est le 92 Nord. C'est notre 92 Nord, comment dire. Colombes faisant un peu limite. Ouais, Colombes, c'est la limite. Ça ferme la boucle avec Nanterre. Parce qu'après, t'as Gennevilliers-Villeneuve. Bon, là, c'est plus pareil. Non. Agnières aussi, ils peuvent aller à Agnières. Ouais, le pont d'Agnières. Ah oui, mais Agnières, tu as raison. Agnières-Mairie. Si, ils vont à Agnières. Agnières-Bécon, Agnières-Centre. Oui. T'as une station de Saint-Lazare. Regarde Agnières. C'est la folie, t'as 5 minutes. Ouais, donc Agnières, ouais. Agnières, ça pique. Et Gennevilliers, ils essayent, mais ça passe pas encore. Pourtant, t'as le tram, t'as le RER, t'as le métro. T'as la ligne 13. C'est une question d'image. Karim, ouais, c'est la psychologie. Moi, j'ai fait plein de bien à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est collé à Paris. C'est peut-être la ville la mieux desservie d'Île-de-France. Mais il a pas envie d'y aller. Ah, c'est fou ça. Il a pas envie. Tu peux lui tourner comme tu veux. Pourtant, t'as pas mal de bobos parisiens qui ont investi justement Saint-Denis, notamment pour les lofts. Ils ont investi tout ce qui est Playel autour juste derrière Saint-Ouen et une partie de la plaine. Et pas vers le Stade de France, mais vraiment en allant vers la porte de la Chapelle, mais il y a une vraie rupture entre les deux. Et il y a une petite station de métro qui est Front Populaire, avec une belle place. Là, ils y vont. Le reste, même pas en rêve. Ils y vont pas. Ils sont pas encore prêts. Si, ceux qui ont 200 000 euros, ils y vont. Oui, bien sûr. Mais celui qui a 400 000, il y va pas. Non. Il va pas acheter un appartement à 400 000 à côté du marché de Saint-Denis. Non. Compliqué. Comment tu vois l'immobilier se développer dans les 10 prochaines années, en sachant qu'il y a un gros fossé qui se pose entre les propriétaires et les non-propriétaires, en prenant en compte la réforme des retraites? Quel est l'impact pour toi de quelqu'un qui a décidé d'acheter, quelqu'un qui n'a pas décidé d'acheter? Donc effectivement, les retraites, on ne sait pas ce que ça va être. On ne sait pas qui va vraiment pouvoir surfer là-dessus. Donc du coup, il y aura un fossé, projection 10 ans et au-delà, où tu auras une catégorie de personnes qui, effectivement, bon épargnant, aura préparé l'avenir, capitalisant sur de l'achat immobilier pour sa propre RP, déjà une valeur sûre, et puis potentiellement avec du locatif en complément, comme on l'avait dit. Si on a les moyens d'avoir placé un peu de sous. Donc, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on dit que l'IMO, c'est la valeur refuge, et pour moi, c'est la meilleure alternative pour demain préparer les vieux jours. En fait. Moi, je pense que pour préparer les vieux jours, il vaut mieux avoir de l'IMO que de la crypto. Ça, c'est moi. Mais si tu me demandes entre avoir 2 studios à Colombes et un Bitcoin, peut-être que je me trompe pas. Croyez pas que je suis en train de dire que le Bitcoin c'est pas bien, parce que peut-être que le Bitcoin va monter plus vite. Mais les 2 studios à Colombes, j'ai l'impression que c'est plus sûr. Je dis pas que c'est un meilleur investissement, je répète. Je dis juste que pour moi, de ce que je connais, j'ai l'impression que c'est plus sûr. C'est exactement ça. C'est sûr que dans la crypto, tu vas forcément aller chercher des rentas à 2 chiffres. Ça va être très très fort. La prise de risque, elle est plus la même. Exactement. Donc je pense que c'est une question d'équilibrage. Donc là, le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de diversifier. Un Bitcoin, un studio. Voilà. Ça peut être une bonne formule. Exactement. Donc et puis surtout de miser sur la pierre, qui est quand même une valeur clé pour préparer les vieux jours. Donc Karim, c'était vraiment un vrai plaisir de t'avoir. Je pense que tu m'as bien reçu. L'agence Winvest à Colombes, c'est 21 avenue Henri Barbus, dans le centre-ville de Colombes. Franchement, une très bonne agence. N'hésitez pas à aller pousser la porte, comme vous a dit Karim, si vous avez un projet sérieux. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je te remercie vraiment. Parce qu'il y a plusieurs agents immobiliers, comme d'habitude, qui ont eu peur de l'exercice. Mais toi, t'as jamais peur de l'exercice, hein? Je le connaissais surtout pas, mais voilà, je me suis dit, allez. Non, parce que là, le premier live Instagram, je me rappelle, je t'ai envoyé un DM, t'as répondu tout de suite. Là, je t'ai dit, Karim, on fait une vidéo et tout. Toi, t'as pas peur. En plus, c'était pour moi l'occasion de te convier à l'agence. La dernière fois que t'étais passé, on s'était manqué. Ouais, j'étais venu, mais on s'était pas vu. Donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à contacter Karim. Je vous mets en lien ses réseaux. Très bon agent immobilier. Donc, voilà.
Karim, c'était un plaisir. Merci, au Merci revoir. à toi Lionel, à bientôt. De rien, au revoir. Bye bye, merci à tous.